Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Plein d'actualités. On parlera à la fin de votre bouquin parce qu'il y a un bouquin qui sort. Je ne sais pas si on peut voir la couverture là, 2 secondes. La nouvelle résistance. Tiens, en 2 mots, l'économie mondiale en mouvement. J'ai découvert qu'il y avait un bouquin là, il n'y a même pas 3 minutes. Hein. Oui. En 2 mots, ça revient à expliquer qu'on ne peut pas laisser le sort du monde dans les mains des GAFA. Entre les mains d'une vingtaine d'entreprises. Et pas seulement les GAFA. Pas uniquement les GAFA, enfin toutes celles qui maîtrisent la technologie, que dans les faits, à côté il y a 3 livres qui disent la même chose. Un roman qui est celui de Marc Duguin, qui s'appelle Transparence. Un livre, celui de Bruno Patino. Qu'on a reçu ici. Que vous avez reçu et qui sur le marché de l'attention. Voilà, et passionnant. Au fond, celui-là qui explique qu'on devient esclave de la technologie et qu'il faut faire comme très attention. Bon, on va parler évidemment des rencontres économiques d'Aix un petit peu après, mais là, dans l'actualité, il me faut, c'est votre grille de lecture sur ce qui s'est passé au G20 ce week-end. On n'a pas eu évidemment de paix, ça on s'en doutait, entre Xi Jinping et Donald Trump, mais il y a cette trêve voilà, négociée en marge on a les images là, en marge du G20 ce week-end. On se dit, on a évité le pire parce que ça aurait pu s'envenimer. Trump avait promis, de potentielles nouvelles surtaxes sur la moitié restante des importations chinoises. On a évité le pire, même si c'était qu'une trêve, avec un goût de déjà-vu. Hein. Oui, c'est une trêve. Pas la première. Hein. Non, ni la dernière. En réalité, chacun des 2 partenaires a compris que, en réalité, il était quand même dans le corner. Il y a une très grosse pression. Qui est le plus dans le corner entre les 2 d'ailleurs? À mon avis, c'est les Chinois qui ont quand même un ralentissement très significatif. Parce que, je veux dire, c'est eux qui sont directement. Ils ont 6% de croissance, allez leur dire ça. Enfin, ils ont 6% de croissance. Ils disent qu'ils ont 6% de croissance. Mais, ils n'ont peut-être pas 6% de croissance. Je vous laisse faire les calculs. Mais ils ont beaucoup de croissance. Ils ont beaucoup de croissance. Et le modèle chinois consiste progressivement à fonder cette croissance sur finalement plus de consommation intérieure et sur ses forces. Et moins d'exports, ça prendra 15 ans. Et pendant ces 15 années, ils ont besoin d'exporter. Et quand même, pour eux, c'était tout à fait majeur. Pour le président Trump, problème clé, c'est sa réélection. Sa réélection, il a besoin d'avoir de la croissance. Tous ses conseillers économiques, ça c'est une chose que j'ai pu vérifier pendant le week-end, y compris beaucoup des patrons américains lui ont dit que c'était comme une situation dangereuse. Ils ne pouvaient pas se permettre j'allais dire au fond, de perdre 1 point de croissance lié à... On ne voit rien dans l'économie américaine qui montre qu'elle ralentit fortement. On a eu un mauvais chiffre sur les chiffres d'emploi le mois dernier, on verra vendredi ce qui sort. Mais si on part ça se tient bien, quoi. Hein. Oui, mais enfin, il ne s'est encore rien passé, je veux dire, dans la réalité. C'était maintenant que... Il y a beaucoup de paroles. La moitié des imports sont taxés sans surtaxer. On est dans un monde, là on est déjà presque en rencontre d'Aix, on est dans un monde de la parole. Chacun se menace, on est avec une violence qui est inimaginable. Enfin, la réalité... Il y a la moitié des importations chinoises qui sont surtaxées à 25%, ça c'est la réalité. Un peu taxées. Dans la réalité, il y a plein d'exemptions, il n'y a pas eu réellement j'allais dire, d'autorité. Et puis, vous avez l'effet budgétaire massif que vous avez évoqué tout à l'heure avec Eric Heyer, et qui est au fond la philosophie fondamentale de tous les pays. Je veux dire, c'est très intéressant de voir ce qui est en train de se passer. La monnaie, la politique monétaire a joué un rôle majeur, plus ou moins bien joué, vous l'avez souligné tout à l'heure, après la crise 2007-2008, et tout le monde compte. Il y a un ralentissement de l'économie mondiale, il y a des tas de phénomènes qu'on pourrait évoquer, et maintenant, c'est un politique budgétaire de jouer. Or, la politique budgétaire américaine, comme sans la faire de la politique monétaire, a 4 ans d'avance sur tout ce qu'on fait. Donc, avec moins de marge de manœuvre au côté budgétaire aux États-Unis. On me dit juste, enlevez vos lunettes parce qu'elle tape sur le micro. Ah bon. Mais c'est intéressant parce que, encore une fois, cette trêve, on a le sentiment qu'elle est fragile. Parce que, même s'il y a trêve, les différends sont notoires, sont patents, sont manifestes. Et il y a ce sentiment de déjà-vu. On a eu, rappelez-vous, c'était au G20 de l'Argentine fin 2018. Déjà, il y avait eu une trêve entre les 2. Les négociations avaient repris, ça avait capoté. Voilà, il y a du déjà-vu, encore une fois, et les problèmes restent les mêmes à résoudre. Alors, 2 choses. Il y a les paroles, il y a la violence du discours politique, qui est quand même très proche de ce qu'on a pu entendre dans les années 1900 entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. C'est quand même très dangereux cette période. On le prend un peu pour un clown, mais ce n'est pas du tout un clown. C'est un homme qui est extrêmement articulé par rapport à sa logique, qui n'est pas la mienne, mais qui est sa logique. Donc sa logique, c'est qu'il ne peut pas imaginer un instant
que les États-Unis ne restent pas la première puissance du monde. C'est ça. Et au fond, derrière les mots, il y a eu une action. Moi, je ne crois pas beaucoup pour le moment à la bagarre commerciale. Je ne crois pas qu'elle ait beaucoup d'impact. Mais il y a eu une action, c'est sur l'affaire Huawei, qui est incroyable. Mais il a rétro-pédalé manifestement sur Huawei. C'est ce qui se dit, c'est qu'aujourd'hui, finalement, Trump va autoriser les boîtes américaines à fournir, justement, en composants logiciels, Huawei. C'est ce qui s'est dit, ça a été confirmé ce week-end. Oui, donc oui, il a ça a levé. été... Donc c'est-à-dire qu'on se demande qui est en position de force réellement. Pourquoi il a lâché aussi là-dessus? Parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce qu'il est. Parce que c'est du business, chacun c'est se du tient business ses aussi pour les business, Américains. il est porté par, il y a par au fond, une classe de patrons américains, d'économistes américains qui lui disent que ce qu'il fait est très dangereux. Et il est porté d'un autre côté par un pays qui adore cette position majoritairement de redonner finalement aux États-Unis une espèce de rôle de maître d'école du monde. Et donc il passe de l'un à l'autre. C'est incroyable d'ailleurs que, je veux dire, que ceci se fasse sans grande difficulté, avec une situation macroéconomique qui est largement le fait d'une politique budgétaire exceptionnelle. Moi, vous me donnez le déficit budgétaire, je vous fais 3% de croissance en France. Ouais, ils ont quasiment 4 ou 5% de déficit, hein, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Oui, 5. Mais encore une fois, certains disent qu'on aurait pu carrément, potentiellement avoir un accord ce week-end parce que Steve Mnuchin, secrétaire au Trésor américain, qui a dit 90% du travail de négo est fait. Donc il faut croire que ces 10%-là, les 10% restants étaient suffisamment importants pour qu'il n'y ait pas d'accord. Oui, mais c'est difficile dans ce brouillard d'y voir clair. Hein, mais alors je vous rassure, vous n'y verrez pas plus clair demain qu'après-demain. Que cette affaire est une affaire j'allais dire, de relations géostratégiques entre deux puissances qui ne bougeront pas, mais qui sont chacune, l'une et l'autre, tenues par Trump. Par sa réélection, c'est le sujet, donc il faut de la croissance pour sa réélection. Il ne peut pas se taper, on a quand même un ralentissement de l'économie mondiale et on aura un ralentissement de l'économie américaine qui est aujourd'hui entre 2,8, 2,9 et qui va baisser progressivement vers 2,5, vers 2. Donc pas de péril dans la demeure. Hein. Aucun péril, sauf que tout est comparaison dans la vie. Tout est comparaison dans la vie. C'est jamais, vous pouvez avoir, chez nous, on dit c'est formidable parce qu'on fait 1,3 et qu'on fait un tout petit peu mieux que la zone euro. C'est la première fois depuis des années, alors que le 1,3 est pas top. Donc tout est comparaison, il ne peut pas se permettre ça. Et quant à Xi Jinping, il a quand même, en gros, 700 millions de personnes qui demeurent dans des situations extrêmement difficiles. Donc l'un et l'autre sont dans des contraintes qui les obligent à jouer politiquement. On fait de la politique, là. Et donc c'est quoi les prochains mois? Ça va être encore des trêves avec des accès de tension, des menaces, et puis un nouveau G20 avec une trêve. Enfin, je veux dire, ça se finit comment? Le G20 ne sert à rien. Ça sert d'hôtellerie. Tous nos partenaires présents étaient là comme spectateurs. On pourra revenir sur le rôle que pourrait jouer l'Europe. Et évidemment, la France pourrait jouer un rôle très important dans cette affaire, en essayant de reprendre le leadership de l'ensemble du reste du monde, parce que le reste du monde est frappé par cette incertitude, cette inquiétude, cette difficulté, finalement, cette baisse du commerce mondial, qui est quand même très significative. Sur deux trimestres. C'est peut-être les seuls arguments chiffrés qu'on a en data. Ça, ce sont les chiffres. Baisse du commerce, ou confirmé du commerce mondial sur 2 trimestres. Attends, rajoutez 1. Le ralentissement de la croissance. 2. La bagarre commerciale. Alors les deux sont évidemment liés. 3. Le fait qu'on vous explique que les bateaux qui traballent des marchandises sont horribles pour l'écologie. 4. Le fait qu'il y a une incertitude générale sur, j'allais dire, l'ensemble géostratégique mondial. Le tout fait évidemment un ralentissement du commerce mondial. Ça, c'est un chiffre. Et ça, c'est le signe du ralentissement. Et ça, c'est le fait que l'année prochaine, vous aurez une croissance américaine qui sera vraisemblablement de l'ordre de 1, de 2. Pour boucler, encore une fois, sur la guerre commerciale, les tractations, on a compris, les tractations vont reprendre entre Américains et Chinois, ça c'est une certitude. Mais avec, encore une fois, pardon d'être concret, le risque qu'on rebute sur les mêmes obstacles qui, eux, n'ont pas disparu comme par enchantement à Osaka. C'est-à-dire que les subventions aux entreprises publiques en Chine, les transferts, forcés technologie, le pillage, de la propriété intellectuelle, tout ça c'est toujours là. Non mais si vous voulez dire qu'à un moment il y aura un vrai clash, moi je peux vous le dire, le seul problème c'est de savoir quand. C'est-à-dire quand... Mais on n'y est pas déjà? On n'y est pas là? Non, on est dans du verbe. On est dans du verbe. Trump, on est dans les amuse-bouches, là. On est une espèce de grand truc, et moi je suis plus costaud que toi, etc. La réalité, le véritable problème n'a pas commencé.
Le vrai problème n'a pas commencé. Alors il commencera comment Il commencera le moment où l'un des deux jugera, mais comme dans toute l'histoire humaine, le moment où l'un des deux jugera que c'est réellement son intérêt qui peut y aller, et que c'est son intérêt politique, il peut y aller, et que c'est son intérêt politique. Et si vous voulez, je pense qu'on n'aura rien de bagarre. C'est-à-dire d'y aller. C'est-à-dire aller au clash, un vrai clash. Une vraie guerre commerciale, donc qui serait quoi, avec des surtaxes? Une vraie guerre commerciale, une vraie guerre géostratégique, une vraie guerre cyber stratégique, une vraie guerre, je veux dire, on n'est pas... Et on y va tout droit? Bien sûr qu'on y va tout droit. Vous n'allez pas laisser ces deux puissances considérer brutalement qu'elles sont à égalité, que l'une vaut l'autre et l'autre vaut l'une. Évidemment qu'elles vont y aller. Alors ma conviction, parce qu'on est là pour faire des prévisions, plus géopolitique, on va... attendre la réélection de Trump. Trump ne prendra pas de risque majeur avant sa réélection. Novembre 2020. Et le jour où il est réélu, 2 mois après, il y aura le clash. Et ce clash, on prendra la forme concrètement de... Ça commencera par une guerre commerciale, mais ça pourra prendre ça pourra prendre des aspects militaires. Vous vous souvenez que le passage de navires militaires américains dans les eaux plus ou moins considérées par la Chine comme ses eaux territoriales, etc. Enfin, ça peut prendre un truc extrêmement dangereux. Vous n'aurez pas ces deux puissances, n'admettront pas l'une comme l'autre qu'elles ne sont pas leaders dans le monde. Donc cette course au leadership va dégénérer. Oui, bien sûr. Après l'élection de Trump. Sauf si l'Europe, qui est le lieu de la sagesse, au lieu d'être une sorte de lieu de mollesse absolue... Alors je coupe, et en même temps, s'il a été réélu, quel intérêt d'avoir un nouveau, puisque derrière il peut finir l'ego. Et quel était l'intérêt du Kaiser Guillaume de faire la guerre en 14? L'ego. Non, mais là, l'idée de cette guerre-là, c'est aussi un moyen pour lui politiquement de dire voilà, je vous défends, les Américains, je vous défends contre ce pillage. Vous avez l'ego d'un homme politique dans l'histoire humaine. Il a envie de se faire réélire, surtout. Oui, mais enfin, il se fait réélire parce qu'un homme politique, ce n'est pas une simple marionnette. Il est poussé par des pulsions qui sont celles de traduire les intérêts, ce qu'il considère comme les intérêts de son pays, et les intérêts de Trump. Il le dit, mais jour après jour, c'est d'être la première puissance du monde, point. C'est donc très simple. Donc, à un moment, il essaiera de l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Il peut l'exprimer l'année prochaine contre l'Europe, parce que c'est moins dangereux. Et là, c'est là où tout va jouer. Sur les bagnoles, sur les voitures. Sur les bagnoles, c'est absolument majeur. Mais je vais dire pour les Allemands. Pour les Allemands, mais nous, ça peut commencer pour le vin, par des tas de choses. Non, il peut y avoir une guerre commerciale, parce qu'il lui faut trouver, avant sa réélection, un domaine moins dangereux, mais où il montre quand même ses muscles. Et ça peut être l'Europe. Et ça peut être l'Europe. Super. Donc moi, mon timing est le suivant. Ouais. Et on note. Vous notez. L'année prochaine, donc 2020, il montre ses muscles vis-à-vis de l'Europe. Donc il y a une forte tension. Soit l'Europe est capable de réagir, elle a des dirigeants qui sont capables de réagir, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Faire front surtout. À ce moment-là, si elle n'a pas ça, elle s'incline. Si elle a ça, tension complémentaire, mais qui est bon pour Trump. Et d'autant plus qu'il aura un allié naturel qui sera la Grande-Bretagne. Et 2 mois ou 3 mois après sa réélection, il retend massivement les relations avec la Chine. On fait le lien avec les marchés parce que c'est intéressant, toutes ces tensions qu'on a eues depuis des semaines et des mois, pour le coup, ça n'a pas empêché, le CAC 40, on est à 5000, quasiment 600 points ce matin après la trêve, ça n'a pas empêché les marchés actions. Parce que la croissance mondiale demeure à 3%. Ma prévision est qu'elle se stabilise dans ces chiffres-là, peut-être en baissant légèrement, mais elle est à 3%, ce qui est important. Et que alors, quand on regarde les prévisions de bénéfices, de croissance des bénéfices des grandes entreprises américaines et européennes, on s'aperçoit qu'on est plutôt dans le 4-5% pour les prochaines. Donc on est dans des choses qui sont moins brillantes que par le passé, mais ça demeure très important. Donc c'est normal. Je veux dire, tout ça est d'une logique parfaite. Donc les marchés peuvent rester sur leur tendance haussière malgré la montée des tensions avec l'Europe, malgré... Sauf avec des mouvements de hausse et de baisse qui sont ceux auxquels on assiste, donc une très forte volatilité liée à 2 phénomènes. Le prurite, les crises sino-américaines ou américano-européennes, enfin mais ce seront des paroles, ce ne seront pas des actes. Et les évolutions pétrolières, c'est-à-dire la brutale montée du pétrole, parce que ça, c'est un impact évidemment très important sur la croissance mondiale.
Bon, il nous reste quelques instants évidemment pour parler des rencontres économiques d'Aix. C'est 19e édition, c'est votre œuvre, c'est votre vie, mais pas seulement, même s'il y a une équipe derrière évidemment. Dire que on a les images des sessions précédentes, c'est un mini Davos français, on peut dire ça, Non, c'est très différent. C'est vraisemblablement, dès que l'évolution se fera, et vraisemblablement sans moi par la suite, évidemment, ce sera le premier événement en Europe économique et il aura évidemment vocation à être très différent de Davos puisqu'il est gratuit, il est académique. Non mais dans l'esprit on a beaucoup d'invités, ça phosphore, ça discute. Mais ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes, mon cher ami. Dans un cas, vous avez uniquement des leaders politiques et des leaders, j'allais dire, du business. Chez nous, il y a un pôle de plus. Donc un trépied, c'est un vrai trépied. Il y a les académiques. C'est aussi un regard sur le monde tel qu'il se développe. Prenons un exemple, on démarre sur la session suivante, la question « Quand est-ce que la confiance s'est rompue dans le monde ?» Quand est-ce que la confiance? Qui intervient? Laurent Berger. Vous ne l'avez pas à Davos. On l'a ici sur ce plateau. Mais ici, vous êtes tout le monde. Mais vous êtes peut-être le concurrent, pas nous. Petit 2, vous avez Patrick Boucheron, qui est le professeur au Collège de France, qui est cet homme, cet historien exceptionnel, et Madame Fornero, qui était la ministre du Travail d'un des deux gouvernements italiens précédents. Et donc l'idée, c'est quand est-ce que la confiance s'est rompue? Cette question-là, vous ne pouvez pas l'avoir dans un Davos, qui est par ailleurs très remarquable. Mais nous, c'est un objet beaucoup plus large, beaucoup plus vaste. Et pluridisciplinaire. Et ouvert à tous. Ouvert à tous, c'est ça l'affaire. Donc s'il y a 5 000 ou 10 000 personnes cette année, les gens, ils ont juste à s'inscrire. Ça prend 10 secondes. Bon, la thématique, c'est comment renouer avec la confiance. Oui. Mais la confiance dans le monde du business, en politique, elle est altérée, on peut le comprendre. Partout. Mais dans le business, sur les marchés, je veux dire, les profits sont en hausse, le CAC 40 monte, je veux dire, la confiance, l'optimisme est là, non? Non. Vous ne pouvez pas dire ça. Comparaison ne vaut pas raison, mais quand même. La croissance mondiale a décru. Ouais. Elle est quand même aujourd'hui soumise à des fluctuations. On est à 3%. On est à 3%. Comme je dis, c'est mieux. Mais c'est mieux que prévu. Cela dit, elle ralentit de manière assez significative et elle est surtout soumise à deux. Alors là, je parle de la croissance réelle, l'économie réelle. Elle est soumise à deux phénomènes. Un des phénomènes géostratégiques qui jouent sur le pétrole et un des phénomènes géostratégiques qui jouent sur les tensions, les déclarations, les menaces sur l'Iran. Enfin, il y a quelques jours, oui, on a failli avoir un bombardement d'un pays. À 10 minutes près. À 10 minutes. Vrai ou faux? À mon avis, c'est faux. Ouais. Mais dans la réalité, vous voyez, on est dans la parole. Mais le monde entier vit dans une tension forte, géostratégique. Qui abîme la confiance. Qui abîme la politique, perte de confiance absolue, plus aucun multilatéralisme. En réalité, 3 transitions qui se convergent. Transition écologique, environnementale, qui est majeure et qu'on ne sait pas traiter. Ouais. Transition technologique qui quand même joue sur le marché du travail de manière forte. Et transition géopolitique, puisqu'on a aujourd'hui 2 pays qui se tirent la bourre. Expliquez-moi comment vous sortez de cette situation. Et expliquez-moi en quoi on peut avoir confiance dans l'avenir. Et quand on regarde les chiffres d'une étude qu'a fait McKinsey, qui est une étude très intéressante, qu'a fait McKinsey sur la confiance, qui décroît partout dans le monde. Partout, on s'aperçoit que... Partout, consommateurs, business, entreprises. Ils l'ont fait sur 100 000 personnes dans 29 pays. L'idée, elle est très simple, c'est que les gens sont assez contents de ce qui se passe aujourd'hui, donc c'est nos 3% de croissance, mais ils croient que demain, c'est pas bon. Donc il y a la confiance, c'est plutôt... Ça. Pas du tout. Le tropisme français, c'est de penser que la France est toujours le pays qui est différent des autres, plus pessimiste, etc. Non. Et donc, dans cette méfiance généralisée, les institutions politiques disparaissent et apparaissent 2 dangers majeurs, parce que les gens ont besoin de se rattacher à quelque chose, des religions, on l'a vu sur l'islamisme radical, et la technologie et des entreprises technologiques que vous avez la gentillesse de ce livre tout à fait passionnant qui s'appelle... On va revoir la couverture. Voilà, il est gentil. Il prendra ma place un jour. L'économie mondiale en mouvement, la nouvelle résistance face à la violence technologique aux éditions Erol. Merci beaucoup, Jean-Hervé Lorenzi. On se voit en fin de semaine.